fait une très bonne familiale. En tout cas, ça vaut tous les 3008 de la planète Terre, ça c'est clair et net. Il n'y a pas à en douter. À n'importe quel point, le 3008 c'est moins bien que cette voiture. Après, c'est une affaire de goût, comme souvent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Nouveau test d'un véhicule et d'une marque que l'on n'a pas encore fait sur la chaîne, si je dis pas de bêtises. La voiture présentée aujourd'hui, c'est un Volvo XC90. C'est un gros véhicule, c'est un gros SUV. On est plutôt proche du 4x4 plutôt que le SUV, je dirais à l'européenne classique, hein, style 3008 et autres Dacia Duster, hein, l'engin là-bas. Là on est sur le gros véhicule haut de gamme qui était essentiellement destiné au marché américain. Pour preuve, les grosses motorisations qui pouvaient équiper ce véhicule, hein, exemple moteur V8. Malheureusement aujourd'hui on n'a pas le droit à la version V8, on a le droit à la version D5, donc la diesel de 185 chevaux, la version la plus courante. Donc le XC90 a eu une très longue carrière, hein, de 12-13 ans. Il est sorti en différentes motorisations. Évidemment on avait droit à la V8 comme je le disais, mais qui est ultra confidentielle. On a eu droit à des versions T5, T6 et donc surtout diesel D5 en différentes puissances. C'est apparu en 163 chevaux. Ensuite on a eu la 185 comme ici, et la 200 chevaux est venue après. Donc dans les principales modifications entre les trois versions, on va retenir que la 163 chevaux est une version dite diesel à l'ancienne, hein, qui avait pas encore qui était encore sur des anciennes normes Euro. Elle proposait donc 163 chevaux, une boîte manuelle à 5 rapports et une boîte automatique à 5 rapports fabriqués chez Ezin. La version 185 chevaux comme ici est dotée d'une boîte automatique à 6 vitesses, et également fabriquée chez Ezin, ou en boîte manuelle 6 rapports. On pouvait avoir également la transmission de la 200 chevaux et la même. Simplement c'est des évolutions, je dirais, techniques pour les normes Euro. Le FAP est bien sûr apparu sur cette version 185 chevaux, et également disponible sur la version 200. Donc cette version d'XC90 est une finition Xenium. C'est quasiment la version la plus haute disponible. En plus on a le droit à la version 7 places, donc on va regarder ça dans quelques instants. Donc cette version Xenium, elle est quasiment tout équipée, hein. On peut voir, évidemment, il y a toutes les vitres sont électriques. On a le droit au toit ouvrant, on a le droit à ce très bel intérieur cuir marron qui est plutôt original. On a souvent droit à des intérieurs cuir noir. On a un peu de boiserie sur le tableau de bord et sur la console centrale. Évidemment le régulateur de vitesse. On a le droit en plus pour les passagers, on a le droit au lecteur DVD avec les casques. Donc c'est un peu le même système que sur les espaces 25e anniversaire qui étaient disponibles il y a 10 ans. On avait les lecteurs DVD dans les appuis-têtes, on avait droit au casque. On a la prise vidéo ici, on peut brancher une console. Le lecteur DVD est juste au-dessus. Et donc ça permet aux passagers arrière de regarder un film pendant que les utilisateurs, enfin pendant que le conducteur conduit. Donc 4 personnes peuvent regarder la télévision. Évidemment les sièges électriques chauffants à mémoire, hein, sont disponibles. On peut voir les commandes sur les sièges. Les seuils de porte sont éclairés. On a les poignées pour monter dans le véhicule ou descendre. Ça c'est la condition 4x4 de ce véhicule là. On a également le droit à un contrôle audio à l'arrière de chaque côté. Donc c'est plutôt original. Et là quand elle est comme ici en 7 places, on va mesurer juste après le coffre, mais on a un coffre qui est somme toute correct, hein, mais malgré le fait que les sièges soient dépliés. Donc les amateurs de familles nombreuses ou de nombreux copains, vous pouvez en mettre. Alors évidemment au 3e rang les passagers sont un peu moins bien choyés que sur le 1er ou le 2e rang, mais ça reste malgré tout somme toute très correct, hein.
Je pense que des passagers d'1,70 m tiennent sans trop de problèmes sur les deux sièges arrière. On a quand même de vrais sièges. C'est mieux que le Q7. C'est mieux que les petits monospaces. Alors évidemment, un espace 4 fera mieux de ce côté-là sur la modularité et sur pas l'accès à bord, mais la qualité des sièges, puisque ce sont les mêmes sièges sur quelle que soit la place que vous avez. Par contre, vous avez plus de coffres sur cette Volvo que sur un espace en configuration 7 places, hein, j'entends bien sûr. Donc l'accès au 3e rang se fait par le biais de la poignée située sur le siège. Là, le siège s'avance et là, on peut rentrer dans le véhicule. Donc du haut de ma petite taille, je touche quasiment le plafonnier et tant que je recule pas le siège, ça va. Si je recule le siège, ça devient plus compliqué. Donc plutôt moins d'1,70 m, hein. Moi je suis plutôt dans le 1,75 m, on va dire. Quand on fait 1,70 m, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais c'est un petit peu, ça reste un petit peu juste. J'avais pas fait attention, mais on a aussi un contrôle de la ventilation au 3e rang, comme sur l'espace 4. Donc l'espace 4 a plus de place sur le 3e rang que ce véhicule. Je donnerais plutôt ces places là pour des enfants plutôt que des adultes, puisque même en avançant au maximum le siège arrière, donc là il n'y a plus beaucoup de place. Bon, ça on transporte quand même, hein. C'est plutôt c'est pas un mauvais argument. Vaut mieux que ce soit là que pas là. Petit réhausseur enfant, voilà, que j'essaie de remettre. Donc les touches de boiserie supplémentaires également ici. Et par contre après en position 5 places, aucun problème, hein. Là on a de la place, on va sortir le mètre, on va mesurer ça pour voir ce que ça vaut. Voilà, on peut voir que ça fait 1,74 en largeur au coude, ce qui est plutôt exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui vont proposer une telle largeur au coude, hein. De mémoire, il me semble avoir vu dans un Auto Plus que la DS7, donc qui est le modèle haut de gamme d'aujourd'hui, hein, la voiture présidentielle, on est sur du 1,50 en largeur. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut mettre en largeur dans cette voiture. C'est plutôt très costaud. Autre détail intéressant que j'avais pas fait attention, en ouvrant la fenêtre pour pouvoir prendre ma largeur au coude, je constate que la vitre descend jusqu'au bout. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable d'avoir une fenêtre qui s'ouvre complètement, et puis esthétiquement c'est plus joli. Le haillon s'ouvre en 2 parties sur cette voiture, et donc en configuration, je dirais minimum pour le coffre, on a en 7 places, on a 79 cm, donc c'est pas mal. Et en largeur, on a 1,15 en largeur. Donc vous voyez, on a quand même un coffre tout à fait correct en version 7 places. On va rabattre les sièges, on va voir ce que ça vaut en 5 places. Donc pour le rabattement du siège, parce qu'on va le montrer comme ça, ce sera fait. On tire sur la poignée ici. Ah, il y a peut-être du bordel, c'est pour ça que ça bloque. Je disais aussi. Donc en fait, je vais le faire que d'un côté, je vais pas le montrer de l'autre côté parce qu'il y a des choses dedans. Mais en gros, vous tirez sur cette poignée là, ça rentre le siège au fond et ensuite le dossier bascule comme ça. La même chose de l'autre côté. Et donc après on peut se mettre en 5 places, en 6 places ou en 7 places comme on veut. Et donc si je mesure en 6 places pour avoir la longueur, on a 1,08 m, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on a à peu près 1,05 m en longueur. Donc c'est plutôt correct et on n'a pas fait la hauteur, on peut la faire, hein. La hauteur
On a 70 cm de hauteur. 68,3 exactement. Donc on peut voir une habitabilité assez costaude. Le haillon s'ouvre en deux parties avec la petite poignée ici. Donc les sièges électriques à mémoire. Et donc pour la partie purement électronique à l'avant, on peut voir donc que l'instrumentation de bord est très épurée dans le style suédois, dans le style Volvo, avec de gauche à droite la température d'eau et en dessous l'ordinateur de bord. Voilà, avec une consommation à 8,7 litres au 100. Le compteur de vitesse, le compte tour et la jauge à carburant, donc le compteur ultra basique, ultra épuré. Le reste du tableau de bord est également ultra épuré. Ici au centre, vous avez l'écran GPS qui peut sortir, le système audio traditionnel, la commande de ventilation qui choquera pas les habitués de chez Volvo. Et sur cette partie basse, on peut voir différentes fonctions comme la climatisation arrière. Ça, je pense que c'est les feux de route de virage, les rétros rabattables, le stationnement, la désactivation des radars de recul, etc. Donc une console centrale assez épurée, malgré tout, malgré qu'il n'y ait pas énormément de boutons, ça reste assez difficile de compréhension pour un non habitué à Volvo. Dès que vous avez l'habitude de la marque, les boutons vont revenir assez facilement, mais quand vous n'y êtes pas habitué, l'ergonomie est un petit peu particulière, je trouve, tout comme l'ergonomie des boutons. Mais ça c'est plutôt il y a quand même beaucoup de boutons disséminés à droite à gauche, et il faut s'y faire. Il y a un petit temps d'adaptation. Voilà, on peut voir la poignée, hein, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc ça permet de s'aider pour sortir ou rentrer du véhicule, ou éventuellement en mode franchissement, ça peut aussi vous aider. Le moteur, un 5 cylindres diesel turbo avec une boîte automatique à 6 rapports sur ce 185 chevaux. Donc la technologie est assez basique, malgré tout il y a quand même le FAP, hein, puisqu'on est sur un véhicule de 2007. Le FAP a été introduit en 2006 pour les nouvelles normes de pollution. Donc on va aller essayer ce véhicule sur route pour se rendre compte de son agrément mécanique. Ça y est, nous voilà partis pour la Volvo XC90. Donc la première chose qu'on constate quand on est à bord, c'est qu'on a effectivement beaucoup de place. On a une visibilité qui est dans la norme des 4x4, et on a un très grand confort de siège. Ça, il faut le noter de suite. C'est clair que le confort du siège est de très haut niveau sur cette voiture. Par contre, on est très légèrement déçu tout de suite là quand on décolle par le niveau sonore de la voiture. Le bruit du diesel se fait entendre dès le ralenti, et en petite phase d'accélération comme ici, on a un petit bourdonnement qui est régulier. Et c'est un petit peu dommage vu le prix en neuf de ce type de véhicule. On est sur une version comme celle-ci avec en version Xenium, on est à plus de 60 000 € en catalogue. Donc ça commence à faire des sous. Donc c'est un défaut qu'on peut constater. Mais c'est aussi le fait des 4x4. On avait un peu le même problème avec le ML. Le ML faisait plus de bruit que les versions standards. Que les versions berlines. C'est un peu le cas sur ce XC90. Et autre chose qu'on constate, lui il a failli me rentrer dedans, c'est je trouve que le moteur est assez creux à bas régime. Alors je sais pas si c'est le moteur qui fait cette sensation là ou la boîte de vitesse, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de puissance
disponible à bas régime pour un gros moteur diesel de 2,5 litres. C'est assez surprenant. Ça fait penser à un 4 cylindres 2 litres ou au vieux diesel façon TDS. Il y a peu de... J'ai l'impression qu'il y a peu de puissance disponible à bas régime. Et dès que ça se réveille, ça se réveille. Donc on va voir ce que vaut cette voiture à l'exercice de reprise. Même si au départ ce ne sont pas des voitures faites pour, il faut malgré tout pouvoir doubler en toute sécurité. On va voir ce que ça vaut. Donc la boîte de vitesse mouline pas mal. Alors c'est peut-être la boîte de vitesse qui pose problème plutôt que le moteur. En phase de reprise directe, ça mouline un petit peu. Alors la boîte est très agréable en conduite calme, je dirais. On sent pas du tout les passages de rapport. Par contre, dès qu'on essaye de la forcer, j'ai l'impression que ça fait mouliner un peu le moteur. Et j'ai aussi un peu cette sensation de moulinette à bas régime. Donc je sais pas si la gestion moteur est en cause ou si c'est elle et du coup un déclenchement de turbo peut-être un peu tard, ou si c'est la boîte, mais c'est moyennement agréable. Et pareil en roulage stabilisé, on entend un petit peu le moteur. Alors là j'accélère un peu parce qu'on est en côte, mais une fois qu'on a pris la vitesse, ça va, c'est correct. Mais malgré tout assez déçu du niveau sonore. Mais je pense que c'est l'architecture même de ce type de véhicule qui fait qu'on est obligé d'entendre un petit peu la mécanique, en tout cas sur les versions diesel. Le niveau sonore reste quand même malgré tout mieux maîtrisé que sur le ML. Alors le ML était peut-être un petit peu plus ancien aussi d'un point de vue technologique, hein. C'était un ML 163 en 270 CDI, mais je pense que ce modèle est inférieur au ML 320 CDI en 164 d'un point de vue purement confort sonore. Il est un petit peu, il est entre les deux, mais en même temps il est sorti entre les deux, donc en termes de ça reste assez logique. Pas lui demander grand chose en termes de performance. Encore une fois, c'est pas des voitures faites pour, hein, c'est des grosses familiales faites pour rouler longtemps. Le confort du reste est toujours de très bonne facture au niveau du siège, pas de souci. La rétrovision est bonne. Le contact à la pédale de frein là est pareil, aucunement sportif. On sent qu'il y a du poids à emmener. Et la suspension est également assez souple. Donc encore une fois, aucune velléité sportive sur cette voiture. Mais c'est tout à fait normal, hein. C'est pas une critique. On est sur un vrai modèle dit 4x4. C'est sûr que l'amateur de SUV genre Tiguan 3008 il va dire pensant que sa voiture est une sportive, il dira que la voiture est assez molle, assez caoutchouteuse, etc. Mais finalement le bon compromis est celui-ci, puisque évidemment on a différentes assistances qui nous permettent de grimper ce talus à droite si on le souhaite. Je sais pas si on le voit à la caméra d'ailleurs ce talus, mais bon. Là c'est vraiment la grosse auto polyvalente. C'est une voiture vraiment où on peut tout faire, et elle fait pratiquement tout dans de très bonnes conditions. Alors on va, comme je disais, on va noter quelques petits défauts. Mais franchement, l'ensemble est plutôt extrêmement agréable à emmener.
bien plus agréable que le ML163 que je le disais. Il faudrait que je réessaye un ML164 pour être sûr ou pas de savoir quel est le meilleur compromis entre les deux. On peut noter un autre défaut récurrent à la marque Volvo, mais ça c'est lié à l'implantation mécanique, c'est le rayon de braquage qui est catastrophique. Grosse voiture, longue voiture et braquage catastrophique. Vous comprendrez qu'en ville c'est pas fait pour. On n'est pas du tout sur le 4x4 urbain. Et si vous étiez client de la Volvo 740 et que vous passez à ça, vous allez être choqué par le rayon de braquage. La 740 à l'époque, elle avait un rayon de braquage record. Ça passait partout malgré la taille. Là, il faut s'y reprendre à 2 fois ou 3 fois avant de pouvoir obtenir quelque chose de correct en termes de créneau. Ou alors vous avez beaucoup de place. Ou alors vous êtes très bon. Mais en tout cas, ça braque moins bien que la moyenne, ça c'est sûr. La qualité de construction est d'un très très bon niveau. Le seul truc que moi je reproche un petit peu, et c'est de manière générale chez Volvo, c'est je trouve que la qualité des cuirs, les cuirs marquent assez vite. Alors sur cette couleur marron, ça se voit pas trop, mais souvent elles sont en intérieur clair, et les cuirs de couleur claire chez Volvo sont très souvent abîmés. C'est assez dommage. C'est pas très sérieux d'être là, monsieur, madame, je sais pas qui on est. Bref, c'est pas la bonne place. Donc le cuir est de bonne facture, les boiseries sont belles, les plastiques sont beaux, mais les cuirs marquent vite. C'est plutôt dommage. Les fonctions électriques ont pour réputation de bien tenir chez Volvo. Le système IFI est tout bonnement quasi le meilleur possible sur le marché à année comparable. Donc énormément de qualité sur ce XC90. La consommation moyenne ressort à 8,7 litres. On est sur une consommation idéale à 8,7 litres. On ne peut pas faire beaucoup mieux. On est plutôt autour de 10 litres quand on fait de l'utilisation mixte. Donc évidemment il y a un budget de fonctionnement qui est pas le même que sur une Clio. Faut être conscient de ça. Les pièces sont plus chères, les révisions sont plus chères, les pneus sont plus chers, la consommation est plus chère. Il faut être conscient de toutes ces choses là, mais on a affaire à un vrai bon véhicule, un vrai beau véhicule. Les seuls défauts qui sont pas rédhibitoires mais qu'il faut quand même signaler, c'est l'insonorisation moyenne, c'est le braquage, le rayon de braquage qui est pourri, le creux à bas régime je trouve, et comment dirais-je, la disposition des commandes qui est pas terrible. Sinon pour le reste tout est d'excellent niveau sur cette voiture, et donc ces défauts mineurs sont largement compensés par le reste de qualité de la voiture sans aucun problème. En plus de ça, on peut l'avoir en 7 places, ce qui est un bon argument de choix. Et dernier défaut, j'ai oublié la boîte de vitesse qui mouline quand même pas mal. C'est pas la plus agréable des boîtes. C'est dommage parce que Renault a eu droit au même constructeur Aisin pour il a eu droit au même constructeur pour la boîte de vitesse sur son 2 litres DCI, et c'est, je trouve, plus agréable à emmener. Donc bon, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais bon, c'est des petits défauts qui n'entachent pas la qualité générale de cette voiture. Une voiture qu'on va pouvoir toucher en fonction du kilométrage, prendre une fourchette relativement large. Aujourd'hui, ça va coûter entre 7 et 12 000 euros, une voiture comme celle-ci, aujourd'hui.
La majorité des modèles vont se situer entre 8 et 10. Donc à ce budget-là, ça mérite le détour, très franchement. C'est plutôt pas mal. Ça fait une très bonne familiale. En tout cas, ça vaut tous les 3008 de la planète Terre, ça c'est clair et net. Il n'y a pas à en douter. À n'importe quel point, le 3008 c'est moins bien que cette voiture. Après, c'est une affaire de goût, comme souvent. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Un petit peu plus longue que d'habitude, mais faut dire qu'il y a beaucoup de choses à regarder sur cette voiture. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube. Merci à vous, à bientôt.